qu'il n'est pas trop tard aujourd'hui lorsqu'on voit ces quartiers en feu. Et effectivement, moi je pense que le plan pour l'intégration est une bonne chose, mais en fait, on ne pourra jamais faire d'intégration si par cas on n'a pas opéré ce qu'on appelle la reconquête des territoires. C'est-à-dire que spatialement, il y a trop de ruptures. Le niveau de déliquescence des quartiers prioritaires de la ville est dans un tel niveau, a atteint des tels plafonds que faire l'intégration aujourd'hui n'est pas possible, je pense, en l'état. Il faut d'abord, effectivement c'est important, mais il faut d'abord reconquérir le territoire. Pourquoi ? Parce que quand on voit aujourd'hui les émeutes, vous avez parlé tout à l'heure des émeutes urbaines de 2023, ce que l'on voit, c'est que les émeutes urbaines en France répondent de plus en plus à une logique d'insurrection, pour plusieurs motifs. Le premier motif, c'est que vous avez des émeutiers qui ont un mode opératoire qui est clairement, explicitement défini depuis 2005, c'est-à-dire brûler des voitures pour pouvoir empêcher les policiers d'intervenir dans certains quartiers, s'organiser spatialement pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des coupes-gorges dans les quartiers où les policiers ne peuvent plus entrer aujourd'hui dans certains quartiers. Ensuite, le deuxième point, c'est que les émeutiers, maintenant, n'ont plus peur de l'arsenal réglementaire et n'ont plus peur de la police et de tout ce qui fait le régalien aujourd'hui, puisqu'ils sont capables aujourd'hui de tirer sur la police depuis les émeutes de 2007. C'est des émeutes moins connues, mais où on avait eu pour la première fois des jeunes qui avaient tiré sur des policiers. Et ce que l'on voit aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est un niveau de déliquescence de ces territoires qui est marqué par justement une surreprésentation massive, d'une part, des jeunes, des très jeunes, comme on l'avait dit. En 2005, c'était moins de 20% des émeutiers qui étaient mineurs. En 2023, c'est plus de 50%. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, vous avez raison, c'est là où on revient sur la question de l'intégration, c'est qu'il y a une surreprésentation des étrangers dans la délinquance aujourd'hui et dans la délinquance urbaine. 17% des faits de délinquance sont le fait d'étrangers, alors qu'ils représentent 8 à 10% de la population. Et donc, quand vous arrivez à ce niveau de déliquescence, il faut d'abord reconquérir le territoire. Nous, on propose notamment un état d'urgence pour pouvoir localiser un petit peu sur le modèle de ce qu'avait fait Dominique de Villepin en 2005 pour pouvoir mettre l'arsenal réglementaire et juridique pour mettre le paquet sur ces territoires-là. Et puis ensuite, après, effectivement, dans un second temps, on peut reconstruire ces territoires avec effectivement une politique de la ville qui soit complètement rénovée parce que le tout social ne fonctionne pas. Il faut plutôt revaloriser le travail dans ces quartiers-là. Et puis, effectivement, vous avez raison, l'intégration et l'assimilation. Mais d'abord, les choses chacune après les autres. D'abord la reconquête et puis ensuite après la destruction des tours, parce que les tours, c'est pas un environnement qui est propice à cela. Et puis ensuite après la reconstruction. Et quelle réponse judiciaire également? Aussi sur le service national universel, mais on est vraiment pour un service national universel, véritablement universel, où effectivement on s'inspire plutôt du service militaire, on sort les jeunes de ces quartiers-là, effectivement, le temps justement de tout casser, de tout déconstruire, pour ensuite après reconstruire quelque chose qui soit plus pérenne et offrir véritablement une alternative fondée sur une école républicaine et surtout le travail, parce qu'aujourd'hui on dépense du social à tout va et finalement on a des taux de chômage dans les quartiers de la ville de 30-40%. Et c'est pour ça que les trafiquants de drogue en profitent pour voilà une déclaration en 2024. Donc on voit qu'il n'y a pas du tout de réciprocité et de volonté commune de ce travail mémoriel. L'Algérie, de toute façon, pratique ce qu'on appelle le chantage mémoriel à l'égard de la France. Donc c'est ce qu'ils font depuis 1962. Charge ensuite au chef d'État français et au chef de la diplomatie française de justement d'y répondre ou pas. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'Emmanuel Macron se couche devant le régime d'Alger systématiquement parce qu'effectivement, d'une part, il n'introduit pas de rapport de force à l'encontre de ce pays qui pratique un chantage mémorial à notre rencontre, notamment sur les questions migratoires, puisqu'on n'arrive pas à expulser des ressortissants algériens de ce point de vue-là. Et puis d'autre part, Emmanuel Macron est arrivé en 2017 avec une proposition de valeur qui se voulait innovante à l'égard des pays africains et des pays du Maghreb. Il disait, moi je suis un président qui suis jeune, je n'ai rien à voir avec la guerre d'Algérie, je n'étais même pas né lors de la guerre d'Algérie, je n'étais même pas né lors de la colonisation, contrairement à mes prédécesseurs, et donc en gros, refaisons quelque chose de neuf. Sauf qu'il ne fait que de parler de la guerre d'Algérie, il ne fait que de parler du conflit, des conflits coloniaux, parce que c'est exactement le même sujet avec les autres pays d'Afrique subsaharienne. On a le même, il s'est pris les pieds dans le tapis, notamment le discours de Ouagadougou en 2018, je crois, de mémoire, au Burkina Faso. De la même façon, il avait encore une fois humilié la France sur cette question de repentance. Et finalement, la France se retrouve dans une situation paradoxale, puisqu'elle est à contre-courant de l'histoire.
tous les pays du monde, que ce soit en Occident, avec notamment Donald Trump ou Joe Biden, ou au Royaume-Uni, notamment avec Boris Johnson, ou dans les pays, dans les BRICS, Chine, Russie, ou même l'Iran par exemple, tous ces pays-là, ou le Brésil, mettent en place une politique d'enracinement sur leur modèle historique, leur modèle culturel, pour se projeter dans le XXIe siècle. Il n'y a que la France qui refuse son histoire, qui refuse son passé et qui préfère justement le mettre et se coucher finalement face aux pays africains, alors même que même les pays africains sont dans une logique d'affirmation de leur histoire et de leur passé. C'est paradoxal. Pierre Thibault-Sylvie, je vous donne la parole dans un instant, mais il y a un autre paradoxe que nous pouvons souligner, c'est que lors de son voyage au Maroc, Emmanuel Macron a salué au fond la Les gens de gauche ont une immense responsabilité aujourd'hui dans ce qui est, notamment les élites politiques, je ne parle pas forcément des électeurs bien évidemment, mais dans la question du trafic de drogue aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que ce sont effectivement les seuls responsables. Mais pour autant, il y a au moins deux éléments qui sont majeurs. Le premier point, c'est ce que vous avez appelé, c'est ce qu'on pourrait appeler la révolution culturelle mai 68. C'est-à-dire qu'à partir de mai 68, à partir du mouvement hippie, effectivement, on voit de plus en plus la drogue comme quelque chose de récréatif, comme quelque chose de cool finalement, d'une certaine façon, et qui avait un caractère festif. On l'a vu d'abord dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis et au Royaume-Uni, et puis ensuite après en France. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans les années 80, Ronald Reagan et Margaret Thatcher déclarent la guerre à la drogue, parce que justement, cette situation était devenue invivable. Je vous rappelle quand même l'État de New York dans les années 80 et à la fin des années 90 était dans un état lamentable à cause du trafic de drogue. Cette banalisation de la consommation de drogue d'un point de vue récréatif, elle existe toujours aujourd'hui. Ça a un peu décru pendant quelques années, puis on voit un retour finalement de cela avec les nouvelles drogues de synthèse notamment. Et effectivement, quand on a même des députés qui se permettent d'en prendre et avec leurs copains qui leur disent que c'est pas grave et que justement ce sont des personnes qui sont malades, on se retrouve bien évidemment dans une situation de banalisation la plus totale. Et puis le deuxième élément où justement les responsables politiques de gauche ont une immense responsabilité, c'est pas forcément au niveau des municipalités, parce que en vrai quand on est maire de Rennes, maire de Nantes, maire de Lyon, finalement c'est pas nous qui allons gérer la question du trafic de drogue. C'est une criminalité qui est beaucoup plus qui est organisée, qui donc dépend plutôt du ministère de l'Intérieur. Mais par contre, depuis les années, notamment les années Jospin et les années Mitterrand, ils ont transformé la politique de la ville en véritable guichet social à tout va. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dépense de plus en plus d'argent dans le social, dans les territoires de la politique de la ville, c'est-à-dire 111 milliards d'euros entre 2010 et 2024. Pour des résultats, est-ce que le taux de chômage a baissé dans les quartiers nord à Marseille? Est-ce que le taux de chômage a baissé en Seine-Saint-Denis, etc.? La réponse est non. Oui. Donc ça montre bien que ça ne marche pas. Et puis le dernier élément où ils ont fait effectivement une immense responsabilité, c'est qu'ils ont suradministré, bureaucratisé la politique de la ville. On a un empilement on a eu un empilement, notamment sous Jospin, un empilement de bureaux, d'organismes qui justement devaient traiter cette question-là et qui ont éparpillé et gaspillé l'argent public, alors même que justement les gens de ces quartiers-là attendent autre chose de ces politiques publiques, attendent autre chose, des résultats concrets en matière de sécurité, en matière de pouvoir d'achat et en matière de logement également. Toujours est-il que la situation... Exactement, et c'est pour ça que dans le premier témoignage est le plus intéressant, c'est qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, les habitants de ces quartiers ne redoutent pas un changement avec des mesures qui soient plus fortes. Justement, ils attendent le changement avec impatience. Ils veulent justement que l'on ait du changement. Pourquoi ? Parce que quand on regardait même la réception à la suite des émeutes, la réception... dans l'opinion politique de ces gens-là, de ces habitants de ces quartiers-là, entre 2005 et 2023, on est radicalement sur quelque chose de différent. En 2005, on sortait de la France Black Blamber, de la France Jacques Chirac, le vivre ensemble, etc., dont vous parliez. Et effectivement, après les émeutes de 2005, la logique a été tout de suite celle appelée par le président de la République à l'époque, Jacques Chirac, c'était l'apaisement. Or, aujourd'hui, on voit qu'on est plusieurs années, plusieurs décennies après, 20 ans après, on a eu des émeutes encore pires. Et la logique de réponse des habitants de ces quartiers-là, c'est justement de ne plus chercher l'apaisement, mais de chercher justement à résoudre les problèmes, à vaincre l'impuissance publique dans ces quartiers, et notamment l'impuissance publique en matière de sécurité et d'ordre. Et les gens réclament de l'ordre. Donc, effectivement, les habitants de ces quartiers-là, les Français également, parce que les Français ne veulent plus de Thomas, ne veulent plus de Nicolas, de gens comme ça qui ont une histoire tranquille et qui se font cueillir par le trafic de drogue parce qu'ils ont, en tant que victimes collatérales de
règlement de compte ou quoi que ce soit. Les gens ne veulent plus de ça. Les Français n'en veulent plus. Les habitants de ces quartiers-là n'en veulent plus. Plus personne n'en veut en réalité. Et donc, effectivement, l'opinion publique, je pense, est prête à consentir à effectivement des baisses de liberté temporaires pour que justement l'État puisse reprendre le contrôle de ces quartiers, reprendre le contrôle de la situation. L'éventualité d'un état d'urgence, finalement. Et c'est pour cela qu'effectivement, il faudrait décréter un état d'urgence. Ensuite, après, les préfets l'appliqueraient département par département en fonction des problèmes. Mais la réalité, c'est qu'on hérite d'une situation léguée par notamment les socialistes avec la loi SRU, la loi sur le renouvellement urbain qui impose 25% de logements sociaux dans toutes les grandes villes de France. Et donc, en fait, vous avez étalé, donc c'est une loi de 2000, on a étalé les problèmes de Paris, Lyon et Marseille à toutes les villes moyennes et à toutes les villes de province, notamment Bordeaux, Angers, Châteauroux, etc. Toutes ces villes-là sont touchées de la même façon parce qu'on a les mêmes problèmes, les mêmes quartiers, les mêmes territoires perdus de la République. Donc, il faut justement concentrer les moyens là où il le faut, décréter l'état d'urgence, reprendre le contrôle et puis ensuite, après, effectivement, mettre en place un grand plan de reconstruction de ces territoires. Hanan Bakioui, au début de cette émission. Et un mot très rapide, effectivement, vous voulez des exemples concrets. Les émeutes de 2023, comme vous l'avez dit, c'est une surreprésentation de mineurs, plus de 50%. 60% d'entre eux ont été en comparution immédiate. On a fait un bilan, on a sorti un rapport dessus il y a quelques mois. 60% en comparution immédiate. 60% des gens qui sont passés en comparution immédiate ont eu une peine de prison qui a été prononcée. Mais la peine de prison moyenne est de 8,9 mois. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez 8,9 mois de peine de prison ? Vous n'allez pas en prison, tout simplement, parce que vous n'avez pas de peine planchée, vous avez justement des remises de peine. Vous avez ensuite après d'aménagement des peines à la discrétion du juge d'application des peines. Et donc en fait, vous avez des jeunes qui ont eu une peine de prison prononcée et qui finalement ont effectué la rentrée avec leurs petits copains alors qu'ils avaient pendant l'été cassé une bibliothèque, une école ou un commissariat de police. Il faut s'inspirer des Pays-Bas. Nous pensons que Donald Trump, en fait, ce qui caractérise le monde vu par Donald Trump, on a sorti un rapport il n'y a pas si longtemps que ça dessus, et puis une tribune dans le journal du dimanche également à ce titre-là. Le monde vu par Donald Trump, en fait, il est beaucoup plus nuancé qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire qu'en fait, ce que cherche à faire Donald Trump, c'est équilibrer le rôle naturel d'une certaine façon pour le Parti républicain de gendarme du monde, des États-Unis gendarmes du monde, c'est-à-dire les États-Unis qui interviennent de manière assez importante dans le monde et sur l'ensemble des théâtres d'opération, d'équilibrer ce rôle-là avec une politique beaucoup plus isolationniste, avec America First. Ouais. Et donc l'Amérique d'abord, et les intérêts américains avant toute chose. Et c'est pour cela qu'à ce titre-là, quand on prend les différents théâtres d'opération sur lesquels est engagée l'Amérique, l'Ukraine pourrait effectivement être résolu, le conflit ukrainien serait résolu par Donald Trump en 24 heures, lui disant que par rapport aux différents autres présidents depuis George W. Bush, il n'y a jamais eu un président sous lequel, à la part de Donald Trump, la Russie n'a pas gagné du territoire. C'est-à-dire que sous George W. Bush, la Russie a agressé la Géorgie. Sous Obama, on se souvient évidemment de ce qui s'est passé en Ukraine également. Et puis sous Joe Biden également avec la guerre en Ukraine. Sous Donald Trump, il n'y a pas eu cela. Donc c'est un point. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il se construit cette image d'homme de paix. De la même façon, au Proche-Orient, il se construit cette image d'homme de paix avec les fameux accords d'Abraham. L'accord du siècle qui devait justement sceller le rapprochement et la normalisation des relations entre Israël et les pays, les monarchies du Golfe Persique, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats et les Émirats Arabes Unis notamment. Et donc la doctrine de Donald Trump, c'est résoudre les conflits dès que possible, et puis prévenir le maximum de conflits possibles. Et c'est pour cela qu'il se construit une image de paix. En revanche, par contre, il y a un sujet sur lequel Donald Trump est capable d'aller peut-être jusqu'au bout, c'est la question de la Chine. Parce que Donald Trump a poursuivi ce que Barack Obama avait commencé à entamer en 2013, c'est-à-dire le pivot asiatique, c'est-à-dire l'idée que le monde n'était plus, le centre de gravité du monde n'était plus dans l'Atlantique, mais plutôt dans l'Indo-Pacifique, et que la Chine était le seul pays qui pouvait contrebalancer la puissance hégémonique américaine à l'horizon du siècle. Et donc, donc Donald Trump lui a poursuivi ce pivot-là en réinvestissant massivement toutes les forces militaires et également économiques, notamment en déclenchant une guerre commerciale avec la Chine pour pouvoir justement faire en sorte que la Chine ne dépasse pas les États-Unis dans le siècle. Et donc, c'est tout l'enjeu qui est posé. Sur les conflits Proche-Orient et Ukraine, il ira vers la paix. Sur la Chine, c'est beaucoup moins sûr. Joseph Touvenel. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est l'abandon qu'ont les Européens